On m'a dit que c'était normal. Il y a des bruits inexplicables. J'ai un ami informaticien qui me dit que toutes les machines ont une âme. Parfois, quand son ordinateur est lent ou même ne veut plus fonctionner, il le prend comme un signe qu'il faut s'arrêter de travailler, faire une pause. Généralement, il en profite pour se concocter un café. Il est accro au café. Je n'aime pas les boissons chaudes. Je n'aime pas qu'on donne un autre goût à l'eau, alors je ne bois que de l'eau. Ça me permet de rester vif. Dans les airs, je dois être vif. Je patrouillais à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet pour mettre en scène de la fumée colorée dans le ciel. C'était un ciel uni qui offrait une lumière stable, pleine, blanche. Nous volions dans les nuages, nous les surpassions parfois. On m'a dit que c'était normal, oui. Les bruits inexplicables, les cliquetis, les vibrations irrégulières dans la carlingue. Le métal travaille, qu'ils disent, comme si l'acier avait des muscles, comme si l'alliage pouvait avoir des crampes. Je n'y croyais pas vraiment. Je fais confiance aux mécanos, mais seulement dans la mesure où je dois leur faire confiance. Tout le monde m'assure que voler n'est pas dangereux, que les pilotes ne meurent jamais d'un souci technique, mais d'une erreur humaine. C'est une drôle de manière de rassurer quelqu'un, je trouve. Ce n'est pas l'avion qui va te tuer, c'est toi. Dans les airs, je dois être vif. Et ce jour-là, je l'étais à peine. Nous étions 3 appareils en formation, à attendre notre tour pour dessiner des couleurs au-dessus de la ville. Je restais concentré, mais une lourdeur étrange m'oppressait la poitrine. Pas de douleur, juste un poids subtil, comme si quelqu'un poussait doucement contre mon sternum, rien qu'avec 2 doigts. Le genre de sensation qu'on repousse avec une respiration profonde, sauf que la respiration profonde, en altitude, ça ne fait rien. L'air est froid, sec, mécanique, pas un air qu'on avale, mais un air qu'on consomme. J'ai entendu le premier bruit quand j'ai atteint les 2800 pieds. Un toc, sec, juste à ma droite. Je n'ai pas sursauté. J'ai juste tourné la tête, par réflexe. Un pilote ne sursaute pas, ça fait basculer l'appareil. Sa panique vient après, dans un endroit où personne ne peut la voir. Il n'y avait rien. Juste la paroi légèrement voilée par la chaleur intérieure qui se confondait avec le blanc granuleux du ciel. J'avais l'impression de voler dans du coton lavé trop de fois. Les nuages étaient uniformes, fades, saturés de lumière, un mur sans profondeur. On disait que c'était reposant, moi je trouvais ça étouffant. Le deuxième bruit est arrivé 30 secondes plus tard, un grattement. Un son long comme si quelque chose frottait contre la paroi extérieure. Une branche ? Impossible. Un oiseau ? À cette altitude ? Encore moins. Un bout de métal mal fixé peut-être, mais ça n'aurait pas frotté latéralement. Ça aurait vibré, tremblé, ou sonné contre la carlingue. Non. Là, c'était comme des ongles. J'ai secoué la tête, juste un réflexe. Mes doigts se sont crispés sur le manche. Problème sur le flanc droit ? Ai-je demandé par radio, cherchant à garder ma voix neutre. Rien sur ton appareil, a répondu le leader. Bien sûr qu'il ne voyait rien. Les autres avions ne sont que des silhouettes fluides dans les nuages. On s'aperçoit à peine, on se devine, on fait confiance. Le grattement a repris, plus proche, plus insistant. Comme si la chose dehors cherchait à rentrer. Je sentais quelque chose, un fil de sueur, descendre dans mon dos, alors que la cabine était glaciale. Je voulais vérifier la pression ou toucher l'écran du bout du doigt pour m'assurer que tout fonctionnait, mais je savais que si je baissais les yeux, ne serait-ce qu'une seconde, le bruit recommencerait et j'aurais l'impression qu'il s'était rapproché. Je ne sais pas si tu as déjà eu peur dans un avion. C'est une peur différente. Ce n'est pas la peur d'être poursuivi ou surpris, c'est la peur de ne pas pouvoir s'enfuir. Tu es attaché, enfermé, suspendu dans le ciel, et tout ce que tu peux faire, c'est attendre que la menace prenne une décision à ta place. À cet instant, un mouvement a traversé le nuage, juste derrière ma verrière. Un mouvement trop rapide pour être naturel, trop net pour être un artefact visuel. Une coulée d'ombre qui s'est effacée presque aussitôt. Je me suis crispé, malgré moi. Le leader a continué à donner ses directives comme si rien n'avait changé. On reste en ligne pour le passage au-dessus de la Concorde dans 15 minutes, coordonnées stables. Sa voix m'a semblé venir de très loin, amortie. Je me suis demandé si mes écouteurs marchaient encore. Puis,
Toc. À nouveau, à droite. Et cette fois, quand j'ai tourné la tête, j'ai vu quelque chose. Je n'aurais pas dû. Le premier réflexe aurait dû être de garder la route, l'horizon, la stabilité. C'est ce qu'on nous apprend. Ne jamais détourner le regard trop longtemps, surtout pas en conditions nuageuses. Mais j'ai tourné la tête, lentement. Et j'ai compris que la peur, la vraie, ne vient pas du danger, elle vient du doute. À travers la vitre froide, collée contre la paroi extérieure, il y avait une forme, petite, voûtée, minuscule, peut-être 1 mètre de haut si elle se tenait debout. Une peau grise, rugueuse, comme du métal brûlé, des membres maigres, des doigts trop longs et des yeux, 2 yeux globuleux d'un jaune sale qui me fixaient sans ciller. Le monde extérieur s'est mis à tourner autour de moi, l'oxygène a eu un goût de plomb. Mes pupilles se sont contractées. La créature a ouvert la bouche, pas un cri, pas un grognement, un sourire. Un sourire sec, étiré, plein de petites dents dont certaines manquaient. Un sourire qui n'avait rien d'animal, un sourire complice. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Alpha 4, tu dérives légèrement sur la droite, corrige ta trajectoire. J'ai entendu la voix du leader, loin, très loin. J'ai voulu répondre, impossible. Ma langue s'était collée à mon palais, comme si la peur l'avait séché instantanément. La créature a levé une main, ses doigts se sont étirés contre la paroi et elle a tapé une fois, doucement. De l'intérieur, j'ai senti la vibration. Elle, de l'extérieur, a senti la mienne, j'en suis certain. Alors, elle a glissé lentement vers l'arrière de l'appareil, disparaissant dans les nuages comme engloutie par le blanc. Je suis resté figé, incapable de respirer. Mes mains tremblaient. J'ai dû prendre une décision, mais je n'avais pas de protocole pour ça. Personne n'a un protocole pour ça. Je pouvais prévenir la radio, dire « Il y a quelque chose dehors ». Mais il y avait la honte, la peur d'être ridicule, d'être considéré comme instable, de perdre ma place. Et au fond, j'avais une intuition encore plus terrifiante. Si je parlais de la chose, si je la décrivais, si je la nommais, elle reviendrait. Peut-être plus près, peut-être dedans. J'ai remis l'appareil en ligne, j'ai stabilisé l'altitude, j'ai répondu par un simple « Dérive corrigée ». Le leader n'a rien remarqué, personne n'a rien vu. Dans les nuages, il n'y avait que moi. Moi et ça. Et je savais que ça reviendrait, parce qu'une chose avait changé. Un instant avant de disparaître, la créature avait pointé du doigt un endroit précis de la carlingue. Quand j'ai osé regarder à nouveau, la paroi intérieure portait une mince fissure comme une griffe. Une marque qui n'était pas là avant. Une marque qui ne venait pas de l'usure. Une marque qui disait clairement « Je reviendrai ». Et cette fois, je ne suis pas sûr que la vitre suffira. Je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, quelque chose m'a crispé dès que j'ai pris de l'altitude. Ce n'était pas la première fois que je volais dans ce type de météo, ce blanc uniforme si parfait qu'il en devient presque agressif comme si on évoluait au milieu d'une feuille de papier. Les instruments fonctionnaient, le tableau de bord vibrait avec son ronronnement habituel et pourtant, j'avais l'impression que quelque chose ne tournait pas rond. Comme ces matins où l'on se réveille avec la sensation d'avoir oublié un rêve important. J'ai jeté un regard vers la voilure. Tout était en ordre, pas de bruit anormal, pas de vibration suspecte, mais je sentais au fond de mon plexus cette chose subtile, ce moment où le monde semble légèrement décalé de quelques millimètres, comme si la réalité avait bougé pendant que je clignais des yeux. Je me suis dit que c'était sûrement la fête nationale, le poids de la chorégraphie aérienne, la peur qu'on rate un trait de fumée au-dessus de la foule et que tout le monde le remarque. La peur du ridicule finalement, un moteur plus puissant que le kérosène. À travers le cockpit, les nuages se déformaient en masses ondulantes, presque liquides. On aurait dit de la mousse de bain géante, et ça me rappelait les vacances que ma mère m'offrait quand j'étais petit. Elle disait que la mousse pouvait cacher des monstres, mais que les monstres étaient timides et avaient besoin qu'on les invite pour sortir. Je ne les ai jamais invités, pas volontairement. J'ai stabilisé ma trajectoire. Les autres avions de l'escadrille formaient un arc régulier. J'étais un peu en retrait, comme prévu pour l'ouverture du passage. Tout était conforme. Je me répétais ça pour calmer cette sensation. Tout est conforme. Et puis, je l'ai entendu. Un claquement métallique, très court. Comme un petit marteau contre une paroi. Ce n'était pas normal. J'ai vérifié les instruments, rien. Les voyants étaient tous verts, les températures parfaites, les pressions stables, pourtant ce bruit.
Il m'avait traversé comme un murmure brutal, une syllabe étrangère qu'on ne comprend pas, mais qui vous réveille violemment. Je n'ai pas eu le temps de me poser plus de questions, parce que quelque chose a bougé dans mon champ de vision. Je ne veux pas exagérer, et en même temps, je sais que je vais passer pour un fou, mais je n'ai pas rêvé. Je sais ce que j'ai vu. Au niveau de l'aile gauche, juste là où se rejoignent les panneaux du carénage, quelque chose dépassait. D'abord, j'ai cru que c'était un morceau d'isolant, un tissu de protection arraché par la friction. Mais non, ça bougeait, ça palpait l'air. Des doigts, de très petits doigts, crochus, comme ceux d'un enfant qui n'aurait pas vu la lumière du jour. Ils s'agrippaient au métal. Mon souffle s'est coupé. Jusqu'à ce moment précis, je crois, je n'avais jamais compris ce que signifiait vraiment avoir froid dans le dos. Un autre claquement, plus fort. Puis un grattement. Je ne pouvais pas détourner mon regard. Je savais que je devais garder le contrôle, ne pas dévier, ne pas rompre la formation. La radio grésillait avec la voix du leader qui donnait des instructions, mais tout me parvenait comme à travers une cloison d'eau. Je n'ai rien compris. Je n'avais plus d'oreilles, seulement des yeux et ses doigts. Ils se sont rétractés soudainement, disparus comme des insectes effrayés par la lumière. Mon cœur battait tellement vite que j'avais l'impression de vibrer avec la carlingue. Je me suis dit « Tu hallucines !» Le stress, la pression, la fête, le ciel blanc qui désoriente. Mais alors, pourquoi restais-je rivé à l'aile, comme si j'attendais que ça revienne ? J'ai avalé ma salive. J'ai tenté de respirer lentement, de reprendre les automatismes. En inspiration, l'air sentait un peu la poussière, une sensation sèche, rugueuse, familière, mais déplacée ici, dans cet environnement hermétique. C'est là que j'ai compris que le cockpit ne devait pas sentir la poussière. Quelque chose n'allait pas. Un choc sec, encore, sous mes pieds cette fois. J'ai sursauté. Le manche a tremblé dans mes mains, mais j'ai corrigé aussitôt. Le sang cognait dans mes tempes, si fort que ça recouvrait presque le bruit du moteur. Et puis, un mouvement, un petit visage, non, un museau ou un groin, je ne sais pas. C'est comme si toutes les catégories animales que je connaissais avaient été mélangées puis recollées sans aucune logique biologique. La créature était ridée, couverte d'une sorte de peau parcheminée qui ressemblait à du cuir desséché. Ses yeux étaient trop grands, trop noirs, sans paupières. Elle me fixait à travers la verrière depuis l'extérieur de l'aile. Le monde s'est rétréci d'un coup. Le cockpit n'était plus un espace, c'était une cage. Je ne me suis jamais senti aussi seul ni aussi observé. La chose a ouvert la bouche. Je l'ai vue s'élargir, se fendiller jusqu'aux oreilles, un sourire immobile sans dents comme une fissure. Elle n'a rien dit, rien articulé, pas un son. Mais j'ai compris. Je te jure que j'ai compris. Elle était là pour moi. Le gremlin, si c'en était un, a déplacé sa tête d'un mouvement saccadé, presque mécanique. Puis il a levé les doigts, les mêmes doigts que j'avais vus s'agiter dans la structure, et il a tapé une fois contre la verrière. Tac. Le bruit le plus simple du monde, le plus innocent. Et pourtant, je me suis senti transpercé, comme si ce tac avait résonné directement dans mon sternum. Je ne sais pas si j'ai répondu quelque chose. Peut-être un souffle, un grognement, peut-être que j'ai juste blêmi, mais ma main a glissé sur un bouton, la radio s'est réactivée. 4, répondez, vous décrochez un peu, tout va bien ? Ma formation, mon équipe, le monde réel. Ils n'étaient qu'à quelques centaines de mètres de moi, mais j'avais l'impression qu'ils étaient sur une autre planète. Je voulais répondre, j'avais les mots. Ils étaient prêts, et puis j'ai entendu le bruit. Pas un claquement, pas un tapotement cette fois-ci, un rire. Minuscule, le rire. Un rire à peine audible, mais parfaitement clair. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi atroce, pas parce que c'était fort ou violent, mais parce que c'était joyeux. Une joie impure. Une joie qui ne devrait pas exister à cette hauteur, dans cette machine, dans ce silence. J'ai tourné la tête, le gremlin n'était plus là. Mais je savais qu'il n'était pas parti. Il était quelque part sur la carlingue, quelque part dans la structure. Quelque part, tellement proche que je pouvais presque sentir son souffle si cette chose respirait. 4, répondez, vous êtes en retard sur la chorégraphie. J'ai pressé le bouton de la radio, une seule certitude me restait, je n'allais pas affronter ça seul. J'ai ouvert la bouche, mais ce n'est pas ma voix qui est sortie. Au début, j'ai cru que c'était un parasite radio, un souffle de fréquence, un interstice entre deux transmissions. Mais non. C'était un mot, un seul, et il n'était pas de moi. Une affirmation lente, traînante, comme prononcée par une gorge qui n'aurait jamais servi jusque-là. Une voix trop proche du micro, trop humide. J'ai immédiatement relâché la commande d'émission, ma main tremblait. Je n'ai pas l'habitude de trembler en vol, on ne tremble pas en vol. C'est une règle tacite, une politesse envers le ciel. Un silence a suivi. Pas un silence neutre, un silence d'interrogation.
On sentait que l'escadrille tout entière attendait la suite. J'entendais presque les pilotes tourner la tête dans leur cockpit, comme si quelque chose dans mon intonation les avait alarmés. 4, tout va bien? C'était la voix du leader. Claire, calme, formée pour rassurer, même en cas de feu moteur. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Parce que derrière moi, dans mon dos, quelque chose venait de glisser contre la paroi intérieure du fuselage. Je ne sais pas comment décrire ce bruit. C'était comme une main nue sur du plastique, mais une main trop large, ou trop humide, ou trop patiente. Un frottement volontaire, un effleurement qui n'avait rien d'accidentel. Une seconde, puis deux. Je n'osais pas tourner la tête, je me suis rappelé une phrase que mon instructeur disait « Le danger vient de là où tu refuses de regarder ». J'aurais préféré que ce soit faux. J'ai pivoté lentement, très lentement. Il n'y avait rien. Le siège arrière vide, les parois impeccables, le harnais bien enroulé, le moindre bouton à sa place, mais l'air était plus lourd, comme si quelqu'un venait de souffler juste à côté de moi. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette sensation que quelqu'un se tient derrière toi alors que tu es seul, dans une cuisine sombre, dans un couloir, sur un palier d'immeuble. Là, c'était la même chose, sauf que je ne pouvais pas bouger et que j'étais à 800 km à l'heure, et qu'un gremlin venait de parler à ma place. J'ai repris le manche, ma paume collée. Un éclair de lucidité m'a traversé, il faut annoncer une panne. Une raison pour sortir de la formation, une excuse. Mais juste avant de parler, quelque chose a claqué sous mon siège. Un petit claquement sec, identique au premier, puis un deuxième, plus rapide, comme si deux doigts tapaient de l'intérieur. Je m'étais trompé. Ce n'est pas qu'il y avait quelque chose sur l'aile, c'est qu'il y avait quelque chose dans l'avion. J'ai inspiré un grand coup. J'ai senti cette odeur sèche, poussiéreuse, la même que tout à l'heure, mais maintenant, elle était plus forte. Elle ne venait pas du cockpit, elle venait d'en dessous. 4, vous décrochez encore, corrigez. La voix du leader redevenait légèrement irritée. Il devait croire que je faisais une crise d'anxiété. J'aurais préféré. Je commence à comprendre pourquoi certains pilotes refusent d'en parler toute leur vie. Parce que tout ce qui se passe dans le ciel paraît impossible, vu du sol. J'ai essayé de rectifier la trajectoire, mais le manche a résisté. Pas beaucoup, pas assez pour déclencher une alarme, juste assez pour que je sente que ce n'était pas mécanique. Quelqu'un ou quelque chose tirait doucement dans l'autre sens, une résistance vivante. J'ai crispé ma main. Je voulais reprendre le contrôle, mais le manche a bougé tout seul, d'un à-coup minuscule presque imperceptible, comme un geste de dénégation, comme pour dire non. Et, juste à ma droite, sur la paroi du cockpit, un petit ongle griffe le plastique, un seul, un ongle brun, épais, recourbé. Il a tracé une ligne très lente, très profonde. La radio s'est remise à grésiller. 4, on amorce la boucle, est-ce que tu peux... Puis un bruit, un brouillage, un souffle, une déformation. Et dans le brouillard radio, dans les parasites, dans ce mélange de fréquences, j'ai reconnu la voix. La même que tout à l'heure, la voix mouillée, douce, presque curieuse. Mais cette fois, elle ne disait pas oui, elle disait mon prénom. Je n'avais jamais entendu mon prénom prononcé de cette façon. Et pourtant, il était parfaitement clair. Il glissait entre les interférences comme une anguille, un murmure articulé pour moi seul. J'ai hurlé. Pas un cri héroïque, ni un cri sec, un cri de panique pure. Je crois même que j'ai fermé les yeux une seconde, je n'aurais pas dû. Quand je les ai rouverts, l'avion tirait vers la droite. J'ai repris le manche et j'ai forcé. J'ai senti la résistance, vivante encore, mais j'ai tiré de toutes mes forces. Les jointures de mes doigts blanchissaient. Et alors, juste devant moi, sur la verrière, à moins de 20 cm de mon visage, il est réapparu. Le gremlin. Accroché par ses pieds comme une chauve-souris. La tête renversée, son sourire fendu, ses yeux immenses. Et ce rire minuscule mais parfaitement audible dans le vacarme du moteur. Je n'ai jamais compris comment cet être tenait à l'extérieur d'un appareil lancé à cette vitesse-là. Je crois que je ne veux pas comprendre. Il a levé un doigt, un seul, comme pour me faire signe. Pas un signe de salut, pas un signe amical, un signe d'attente, comme s'il voulait que je dise quelque chose, que je répète ce qu'il avait déjà dit à ma place, comme s'il voulait que je cède. J'ai secoué la tête. Je transpirais. Je ne sentais plus mes jambes. La radio a explosé de bruit dans mon casque. 4, vous vous éloignez, redressez. 4, répondez immédiatement. Je voulais répondre. J'ai ouvert la bouche, mais le gremlin a posé sa main, sa petite main sèche contre la verrière, juste en face de mes lèvres. Et au bout de son doigt, il a écrit dans la buée que ma panique avait formée. Ne parle pas. Les lettres se sont tracées lentement, parfaitement lisibles. Je ne sais pas comment elles restaient, avec la vitesse, avec le vent, avec tout, mais elles restaient. Et derrière ces mots, dans ses yeux noirs, j'ai compris une chose. Il n'était pas là pour détruire l'avion, il était là pour me séparer des autres, pour m'isoler, pour me couper du monde, il voulait être seul avec moi. Le gremlin est resté collé à la verrière, ses yeux ne clignaient pas. Je n'ai jamais vu une créature regarder un humain comme ça. Pas avec de la haine, pas avec de la curiosité, mais avec une patience inhumaine.
comme si j'étais déjà à lui. Sur mes doigts, les commandes vibraient. L'avion dérivait encore. On approchait de la limite où je deviendrais une menace pour la formation et donc pour le public au sol. J'aurais dû réagir, forcer, crier. Mais les mots « ne parle pas » me paralysaient plus sûrement qu'un ordre de mon supérieur, comme si la consigne était gravée en moi. Un craquement retentit sous mon siège. Pas un craquement métallique, un craquement de branches qu'on écrase. Quelque chose se déplaçait dans l'espace restreint derrière moi. Je n'ai jamais été aussi conscient de la cage de mon cockpit. Un aquarium suspendu dans le ciel sans issue. 4. Immédiatement, rompez la manœuvre et prenez cap nord. Vous décrochez. Je ne pouvais pas répondre. Le gremlin a penché la tête comme pour savourer mon silence. Puis, doucement, du bout de son doigt crochu, il a tracé une deuxième phrase sur la buée. « Regarde derrière !» J'ai refusé avant même de réfléchir. J'ai serré le manche, j'ai tenté un léger mouvement à gauche. L'avion a obéi cette fois un peu trop vite. Le gremlin a tourné la tête vers l'aile, puis vers moi, comme un professeur surpris par une insolence. Il a claqué la langue. Une toute petite syllabe sèche, et sous mon siège, une chose a frappé la structure si violemment que tout le cockpit en a vibré. J'ai sursauté. L'avion a plongé d'1 degré, le gremlin a souri, satisfait. Je sentais la panique monter dans ma gorge, comme si elle voulait sortir physiquement de moi. Je savais que si je ne reprenais pas le contrôle total dans les secondes qui venaient, j'allais soit provoquer un accident, soit me faire abattre par sécurité aérienne. J'ai inspiré, j'ai décidé d'ignorer le message et j'ai tourné la tête, très vite, comme on arrache un pansement. Rien. Le siège arrière vide, les sangles immobiles, la paroi parfaitement lisse, mais alors que j'allais me retourner vers la verrière, une voix, juste derrière mon oreille gauche, a murmuré « Là ». Je me suis figé. Je n'ai même pas eu le courage de tourner la tête d'1 millimètre. Ce souffle n'était ni humain, ni mécanique, c'était comme le vent dans un conduit étroit, un vent qui parle. Le gremlin sur la verrière n'était plus sur la verrière, il avait disparu. Je me suis remis face au tableau de bord, espérant qu'il s'était volatilisé, content de m'avoir brisé mentalement, mais non. Il était assis sur le tableau de bord, les 2 mains posées sur le métal chaud, ses jambes repliées comme un enfant. Les vibrations du moteur ne l'affectaient pas, la vitesse ne l'effleurait pas, il me regardait et pour la première fois, j'ai vu quelque chose bouger sous sa peau. Comme des muscles trop serrés, trop rapides, trop nombreux. Il s'est avancé d'1 centimètre, puis d'un autre. Sa tête arrivait maintenant presque à la hauteur de mon menton. J'aurais pu hurler ou me désintégrer sur place. Mais une phrase étrange, presque logique, s'est formée dans mon esprit. Il veut que je parle. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que cette créature se nourrit du dialogue, ou du lien, ou de l'obéissance. Ou simplement de la brèche qu'un mot humain ouvre dans le silence. Et j'ai ouvert la bouche. Le gremlin s'est immobilisé, le sourire tendu comme un animal qui reconnaît un mot-clé. Mais à ce moment-là, la radio a explosé. 4. Alerte, vous quittez le couloir de sécurité. Répondez. La voix du leader. Mais derrière, j'en ai entendu une autre. Une voix tremblante, inconnue. On le perd. J'ai claqué le sélecteur radio de toutes mes forces. Le gremlin a bondi. Il s'est jeté sur ma main, il a refermé ses doigts autour des miens. Une prise froide, mais pas douloureuse. Et il a secoué la tête très lentement, comme pour dire « Non, ne parle pas à eux, parle à moi ». Et j'ai eu un sursaut de lucidité. J'ai coupé l'alimentation du micro. Puis, profitant d'un moment où le gremlin desserrait légèrement sa prise, j'ai appuyé du coude sur le bouton d'injection automatique d'oxygène. Pas longtemps, 1 seconde, mais assez pour créer une surpression dans mon masque. La détonation a résonné comme un coup de feu. Le gremlin a été projeté en arrière, pas loin, mais assez pour qu'il perde sa prise. Il a roulé contre la paroi. Une sorte de sifflement est sorti de sa gorge, irrité plus que blessé. J'ai repris le manche, j'ai hurlé dans mon casque. Ici 4, problème cabine, je rentre immédiatement. 4, autorisé, cap nord-est, immédiat. Le gremlin s'est relevé. Ses yeux étaient différents, plus sombres, plus profonds. Il a grimpé sur le siège arrière avec une agilité dérangeante, puis sur l'armature, puis, lentement, il a approché sa tête de mon masque d'oxygène. J'ai cru qu'il allait le déchirer, mais non. Il a posé un doigt sur la structure du masque et il a tracé un dernier mot, un mot minuscule. Bientôt. Il a disparu. D'un coup. Comme s'il n'avait jamais existé. L'odeur de poussière a disparu, la tension dans le manche aussi, le cockpit redevint normal. Je suis revenu à la base. J'ai atterri en tremblant, on a vérifié l'avion pendant 2 heures et ils n'ont rien trouvé. Rien du tout, aucune trace, aucun impact, aucune rayure dans la verrière. Juste une seule anomalie, sur mon masque d'oxygène, un petit mot était tracé, comme gravé dans le matériau. Pas avec de la buée, ni avec un ongle, gravé, physiquement. Bientôt. Je n'ai jamais plus volé depuis. Et pourtant, parfois, quand j'éteins la lumière, je sens un frottement contre le mur. Un tapotement. Un souffle. Comme si quelqu'un ou quelque chose attendait que je parle à nouveau.